Salut à tous les baroudeurs, on se retrouve pour votre podcast favori. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir la rencontre d'un coureur presque professionnel. Il s'agit de Sylvain Moniquet, jeune coureur de l'équipe continentale de la FDJ. Bonjour à toi. Bonjour. Alors, pour cette émission, on aura le droit à Guillaume, qui sera là spécialement aujourd'hui, Bonjour. et à votre habituel tirailleur parisien, Alexandre. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, on va faire comme on a l'habitude, Sylvain, avec nos invités, c'est-à-dire le rapido vélo. Et en fait, un choix entre deux mots-clés sur le cyclisme, par exemple le Giro au Tour de France, et tu devras choisir entre l'un ou l'autre, et en argumentant un peu rapidement comme ça. Donc, Alex, tu veux commencer? Très bien. Plutôt Flèche Wallonne ou Liège-Bastogne-Liège? Liège-Bastogne-Liège, oui. C'est quand même des côtes un peu plus mythiques que la Flèche Wallonne. D'accord, très bien. Guillaume, si tu en as proposé. Moi, je me demandais, est-ce que tu préfères plutôt le ronde, donc ronde 20 de run, ou Paris-Roubaix au niveau des monuments? Je préfère quand même enfin, en tout cas, ce qui me convient le mieux, ce serait le Ronde van Vlaanderen, parce que Paris-Roubaix, c'est quand même pour des gars un peu plus lourds et c'est pas vraiment mon domaine de prédilection. Donc, ouais, le Ronde van Vlaanderen, puis c'est en Belgique aussi, donc voilà, c'est ma préférence. Ça te fait rêver. Alors moi, j'ai dire entre deux coureurs belges, je vais dire, est-ce que tu préfères plus Philippe Gilbert ou Greg Van Avermaet? Ah, Philippe Gilbert, ça c'est certain. Donc c'est un coureur wallon, puis j'ai eu la chance de le côtoyer quelques fois, que ce soit en course ou même ou même en dehors du vélo. Et c'est vraiment une personne très très humaine et très très humble. Donc oui, 100% Philippe Gilbert. Alex, vas-y. Euh, Plutôt mince, j'ai oublié le nom de cette classique. Celle qui arrive à Namur, c'est Le Grand Prix de Wallonie. le Grand Prix de Wallonie, oui, ou le cyclocross de Namur, la Coupe du Monde. Grand Prix de Wallonie quand même, ça reste une course sur route. Même si le cyclocross de Namur, j'ai déjà été voir quelques fois et il y a vraiment une ambiance énorme comme on peut retrouver sur les cyclocross flamands. Mais ouais, le Grand Prix de Wallonie reste quand même de la route, ce qui est mon domaine de prédilection. Donc je reste quand même pour le Grand Prix de Wallonie avec l'arrivée à la Citadelle sur laquelle je m'entraîne limite tous les jours. Donc c'est finalement une magnifique arrivée et oui, je reste sur le Grand Prix de Wallonie. Parce qu'on le rappelle pour les auditeurs, tu es originaire de Namur. Exactement. Oui. Guillaume, pardon. Je me demandais, toi qui es belge, est-ce que tu as une préférence pour la De Koninck, Quick-Step, ou plutôt pour l'Auto Soudal, ou est-ce qu'il n'y a pas de préférence en Belgique? J'ai pas tellement de préférence, mais je pense que je pencherais quand même un peu plus vers De Koninck, vu que c'est quand même une formation avec allez, peut-être on peut trouver là des plus grands coureurs comme il y a eu Philippe Gilbert, comme il y a eu, enfin c'est l'équipe qui a le plus de victoires dans le peloton pro, donc avec des Alaphilippe et tout ça, c'est quand même du très haut niveau et je pense que c'est pour ça qu'on peut aussi, enfin, ils sont bien appréciés dans le monde du cyclisme. On peut pas non plus le nier, c'est quand même une des plus grandes formations dans le cyclisme. Ouais. La plus professionnelle surtout, je pense, Voilà, avec exact. Et Ineos. puis, et puis finalement, il donne vraiment aussi une belle image d'eux avec une image familiale plutôt qu'une équipe comme Ineos, où c'est peut-être un peu plus strict, etc. Mais c'est vrai que c'est une belle image qu'ils donnent d'eux. Bon, alors j'ai continué. Toi qui es caractérisé plutôt comme un grimpeur, tu préférais briller sur les grands tours ou sur des classiques assez vallonnés type Liège ou Lombardie? Ça c'est quand même une question difficile, mais je pense que je préfère quand même les grands tours. C'est quand même plus, allez, ouais, on peut pas dire plus mythique, mais en tout cas moi je préfère les grands tours. J'ai toujours suivi énormément les grands tours à la TV et puis
je sais pas, je pense que c'est différent comme ambiance. Et surtout le Tour de France, aller plus que le Giro ou la Vuelta. C'est vraiment très médiatisé et je pense que si un jour j'ai la chance d'y participer, ça fait entre guillemets gonfler mon CV. Ça peut être vraiment une chose fabuleuse. Je pense que c'est aussi le rêve de tous les cyclistes de participer, que ce soit aux grandes, euh, aux grandes classiques ou au Tour de France ou au Giro ou la Volta. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Et voilà, donc je pense que ouais, je préfère les grands tours. Bien, alors nous allons terminer avec la première partie de cette émission. Nous allons ensuite faire un petit tour de table rapidement, savoir si vous avez des questions spécifiques envers Sylvain. Alex, par exemple, si tu veux commencer. Heu, alors du coup, on sait que tu es cette année à la allez, dans l'équipe continentale de la FDJ. Heu, comment ça s'est passé? Parce qu'on sait que l'année dernière, tu étais, à la Wallonie-Bruxelles, dans l'équipe de développement aussi. Comment ça s'est passé? Comment tu été contacté? Ça s'est passé comment? Bah, disons que jusqu'au mois de juin, juillet, j'ai vraiment eu aucun contact, donc je faisais vraiment comme à chaque année ma saison de mon côté, donc je pensais pas vraiment à l'année qui allait arriver et finalement j'ai fait quelques belles prestations à partir de juillet-août, notamment sur le Tour de l'avenir, qui est un peu comme le Tour de France des espoirs des U23, avec une belle quatrième place à une étape et à partir de là j'ai eu quelques propositions, mais sans vraiment me prendre la tête et je continuais mon petit bonhomme de chemin, ma saison, en me concentrant sur les objectifs qui arrivaient, notamment avec le Grand Prix de Wallonie, comme on venait d'en parler. Puis finalement, j'ai dû faire un choix. Donc j'ai eu le choix entre quelques équipes pro et soit rester chez Wallonie, où là, enfin, où j'avais toujours fait mes années, ou alors passer dans la continentale de la FDJ pour espérer peut-être passer plus haut par après. Mais ouais, c'était un choix qui n'a pas été facile du tout. J'ai dû vraiment poser pour et le contre pour chaque équipe. Et finalement, j'ai choisi la continentale de la FDJ. Donc finalement, je reste en espoir. Donc je pense que c'est un bien enfin, un mal pour un bien comme ça, pour espérer finalement essayer de pouvoir intégrer l'équipe pour le tour l'an prochain, je l'espère, plutôt que de viser une équipe Conti Pro, donc qui est une équipe de Division 2, si on peut comparer ça au football, et viser moins haut, quoi. Donc voilà, j'ai préféré, entre guillemets, prendre un risque. Et puis, il faut savoir aussi que j'ai les études à côté, donc je me dis que je préfère prendre le risque au niveau du vélo et au pire j'ai les études à côté, donc je pourrais toujours avoir j'ai une roue de secours, quoi. Donc voilà, j'ai pris le choix de la FDJ. Oui, sans être trop intimiste, quelles sont tes études? Je suis en ingénieur de gestion à l'université de Louvain-la-Neuve, D'ac l'UCL. d'accord. Donc ouais, c'est pas facile à gérer, mais enfin j'aime toujours bien d'avoir ça à côté, plus pour le mental, pour pouvoir me dire que j'ai toujours quelque chose à côté. Au cas où, on sait jamais, hein, le milieu du vélo, c'est très incertain. Il peut y avoir des chutes, il peut y avoir n'importe quoi. Ça tient aussi fort beaucoup au niveau des finances. Donc, si des équipes arrêtent ou, enfin, comme on va voir à cause du coronavirus, voilà, quoi. Je suis plus serein dans ma tête grâce à ça. Nickel. Si tu veux enchaîner. Oui, je me demandais, toi qui as maintenant 22 ans, est-ce que c'est possible l'année prochaine de repartir pour une année continentale en développement où tu pourrais faire des petites courses, mais je ne sais pas si tu pourras faire les courses espoir, ou est-ce que tu dois Mhm. forcément trouver une continentale pro ou une continentale ou une World Tour? Mais disons que oui, je suis en dernière année espoir, donc théoriquement, je peux pas rester une année de plus dans mon équipe qui reprend que des espoirs, hormis vraiment des grandes exceptions, comme avec Morgan Knestier. Mais sinon, normalement, c'est pas vraiment permis. Mais ici, il parle peut-être de faire une cinquième année espoir à cause du coronavirus, donc une année U24. Donc que toutes les courses passeraient en U24 et toutes les équipes passeraient en U24 également. Mais ça, on n'est pas encore vraiment certain. Donc à ce niveau-là, on ne sait pas trop. Sinon, non, normalement, c'est pas du tout prévu que je fasse une année de plus dans l'équipe, même à cause allez, avec les circonstances actuelles, c'est pas non plus. Je pense pas que ça peut être une excuse et voilà. Donc de toute façon, s'il y a quand même quelques courses à la fin de l'année, je vais tout donner, je vais rester motivé pour essayer de faire quelques belles prestations.
et puis essayer d'avoir un contrat et taper dans l'œil des équipes professionnelles, quoi. Donc voilà. On a vu avec les nouvelles réglementations que certains coureurs de la Conti ont pu passer sur des courses avec l'équipe au retour. Tu as été prévu en début d'année sur certaines courses avec l'équipe au retour ou rien de prévu? Si, oui, j'étais prévu pour aller en Italie avec la World Tour, mais j'avais déjà à la base un programme avec l'équipe l'équipe Espoir extrêmement chargé. J'avais entre 60 et 65 jours de course sur l'année, parce que j'enchaînais vraiment tous les tours montagneux, donc ça allait me prendre déjà beaucoup d'énergie. Si je devais encore aller faire des courses avec les pros, ça n'allait pas. Enfin, je pense que mon corps n'allait pas suivre. Et puis, j'aurais pas pu aussi bien cibler mes objectifs et mes périodes de récupération. Donc, finalement, oui, j'avais des courses avec les pros, mais pas autant que certains coureurs dans l'équipe Espoir. Donc, mais bon, ici maintenant, avec les circonstances, peut-être que à la fin de l'année, j'irai faire quelques courses avec l'équipe World Tour. Et je pense que c'est un bon point aussi pour un peu apprendre le genre de course le genre de course chez les professionnels, c'est aussi complètement différent. Ça court complètement différemment et je pense que c'est super pour l'apprentissage de pouvoir participer avec certains coureurs World Tour qui ont plus de 10 ans d'expérience et pouvoir donner plein de bons conseils. Donc ça c'est une superbe règle entre guillemets. Mais oui, j'étais prévu quand même sur quelques courses durant l'année avec la World Tour. Et justement, ces courses en World Tour, elles sont dans quel but? Simplement dans un but d'apprentissage tactique ou aussi quand même pour s'adapter au niveau World Tour? Bah oui, je pense que c'est pour les deux raisons. Donc pour pas passer directement du monde espoir au monde professionnel sans avoir vraiment goûté aux courses professionnelles. Ça, je pense que c'est leur but, c'est pour un peu avoir une marche entre les deux et pour apprendre. Enfin, il y a énormément de choses qui changent entre des courses espoir et des courses professionnelles. C'est beaucoup plus tactique, on court différemment, on doit beaucoup plus gérer l'alimentation. Il y a des coureurs qui sont là pour aller chercher les bidons, il y a des coureurs qui sont là pour tirer peloton, il y a des coureurs qui sont là pour remonter les leaders et pour toujours être bien placé. Donc c'est complètement différemment, c'est beaucoup moins décousu qu'une course espoir et souvent il y a vraiment des efforts clés à faire à certains moments cruciaux comme avant par exemple des bergs dans le Tour des Flandres ou avant des cols pour se placer et ça c'est entre autres pour ça je pense que qu'on on intègre l'équipe pour le Tour pour certaines courses pour apprendre et aussi pour voilà pour motiver certains coureurs je pense aussi à faire quelques bons résultats en espoir pour aller goûter aux courses World Tour quoi. Et justement, pour toi, ce serait vraiment le fait que les courses e-sport soient très décousues par rapport aux courses, entre guillemets «pro», qui ferait la grande différence entre le monde espoir et le monde, World Tour, slash, Europe Tour? Ben, entre guillemets, pour moi, je pense, en tout cas chez les espoirs, il n'y a pas vraiment de leaders qui sont désignés. Donc, chez les professionnels, on a un leader, un deuxième leader au cas où le premier leader a une défaillance ou quoi. Puis il y a trois ou quatre équipiers, et puis il y en a un qui est plus là pour aller chercher les bidons. Donc, il y a vraiment des rôles, et ces rôles-là, il faut les respecter parce que si tout le monde se dit leader et que, enfin, ça va ressembler à rien. Si tout le monde se dit leader et chacun va aller faire sa place, ils vont peut-être faire 10, 12, 15, 20 au lieu que tout le monde travaille pour un leader qui, lui, a le meilleur potentiel physique en général pour aller chercher la meilleure place. Donc, que ce soit un top 5 ou quelque chose comme ça. Donc, oui, je pense que c'est surtout à cause de ça il y a une grosse différence avec les espoirs. Chez les espoirs, tout le monde veut faire sa place. C'est un peu comme si on lâchait les chiens sur une course, quoi. C'est directement à fond, pas vraiment d'échappée qui est géré par le peloton. Parfois, chez les pros, on peut voir des échappées qui vont jusqu'à 10 minutes quasiment, comme sur le Tour de France, etc. Mais oui, c'est il y a énormément de différences encore une fois, entre le monde des sports et le monde des professionnels sur ce niveau-là. Alors moi, ouais, j'avais une question par rapport. On a vu que l'équipe continentale est depuis 2019. J'aimerais savoir quel est le rôle, par exemple, d'un manager général comme Marc Madiot envers les jeunes de son équipe, comment il les forme. Enfin, vous avez beaucoup de contacts avec
par exemple Madio, s'il vient vous voir personnellement pour vous donner tel et tel objectif pour se former dans le monde professionnel? Oui, c'est ça. Donc, les managers sont là pour un peu, allez, ils gèrent un peu tout au niveau de l'équipe. Donc, que ce soit un peu le programme de course de chacun, et euh, enfin, ils gèrent vraiment tout pour penser aussi à l'avenir du coureur. Et c'est vraiment un peu allez, comme une sorte d'ange gardien. Donc, ils sont toujours là pour motiver les coureurs. Ils téléphonent plusieurs fois par semaine. On est souvent en contact avec eux. Et alors, on se dit tout et on sait en général qu'est-ce que le coureur pense, qu'est-ce que le manager pense, qui est en général, oui, directeur sportif. Donc, on les côtoie aussi beaucoup durant l'année et c'est vraiment allez, une personne avec qui on a beaucoup de relations. Et c'est plus qu'un directeur sportif. Oui, c'est vrai. C'est plus qu'un directeur sportif. C'est vraiment quelqu'un, un ange gardien, quoi. Oui, par rapport au rôle, justement, là, de l'encadrement, là, est-ce que vous bénéficiez, dire, d'autant, enfin, on va dire, des mêmes, les mêmes avantages que les pros? Vous êtes traités de la même manière ou quand même un peu de manière inférieure? Avec Déjà, il faut savoir que le service course des pros est à Paris et le nôtre est à Besançon. Donc ça, il y a déjà une grosse différence. Donc on n'a pas le même staff que les professionnels. Mais au niveau de l'équipement, donc des vélos, que ce soit les maillots, les vélos, tout ce qui est boisson, tout ce qui est complément alimentaire, etc. Ça, on a tous la même chose. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas vraiment, enfin, il n'y a pas énormément de différence entre ce que les pros ont et ce que nous on a. Il faut savoir que la Groupama FDJ est déjà réputée pour avoir allez, un magnifique encadrement au niveau du staff et du matériel. On a vraiment tout ce qu'on veut. On a énormément d'habits. On peut avoir des massages. On a des médecins à disposition, des nutritionnistes, des psychologues déjà. Donc je vois pas tellement qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus. Allez, si on va à une course, on a à chaque fois massé, on a à chaque fois tout ce qu'on veut. Et franchement, j'ai jamais vu, enfin, je pensais pas que ça pouvait être comme ça et je pense que c'est un gros avantage de l'équipe. Maintenant, j'ai jamais été, enfin, j'ai pas encore fait de course avec l'équipe pour le tour, donc je sais pas s'il y a énormément de différence, mais bon, par exemple, eux, ce qu'ils ont en plus, ils ont peut-être un vélo d'entraînement contre la montre qui reste tout le temps chez eux. C'est des petits plus, mais je pense qu'on doit, allez, c'est pas encore nécessaire à notre bonne performance. Il y a encore un monde entre et je pense qu'il faut pas aussi tout nous donner pour le moment. Sinon, on va être entre guillemets blasé et on peut être blasé si jamais on monte plus haut après. Et moi, ça, enfin, je suis pas non plus pour avoir tout le matériel possible et être vraiment qu'on soit à nos petits soins tout le temps. J'aime autant avoir chaque fois un petit palier, une petite marche à franchir. Donc pour nous motiver justement. Mais je pense ouais, qu'il n'y a pas vraiment de différence entre le monde des pros et le nôtre à ce niveau-là, au niveau de matériel, etc. d'accord. Et est-ce que du coup tu eu, alors peut-être j'ai peut-être pas fait attention, mais est-ce que tu as eu des stages avec, l'équipe pro encore ou pas? Non, on est parti nous en stage à Calpe pendant 10 jours. Donc fin février avec l'équipe Espoir, donc juste l'équipe Espoir et le staff de l'équipe Espoir. Mais on n'a pas encore été en contact avec l'équipe professionnelle. Non, donc non. On les a même pas encore vus d'ailleurs. Par rapport aux jeunes, enfin, je voulais dire par rapport aux jeunes, vous avez, comment dire? Au niveau du contre-la-montre, c'est quelque chose qui est apparemment, enfin, de ce qu'on a en général, pas assez travaillé chez les jeunes. Enfin, est-ce que vous remarquez ça aussi, que le contre-la-montre, c'est pas un truc assez mis en valeur chez les jeunes? Qu'il y a Oui, pas assez de courses et que c'est difficile après dans le monde professionnel? oui, c'est ça. Et donc il y a, allez, si nous on a 3 contre la montre sur l'année, c'est pas beaucoup, tandis que chez le monde des pros, il y en a énormément sur les tours. Mais c'est vrai qu'on voit justement de plus en plus des contre la montre qui sont organisés dans les tours. Donc c'est super important pour les coureurs qui veulent viser le classement général. Mais ici cette année, ils nous ont vraiment fait comprendre comme quoi on doit vraiment aller se focaliser sur le contre-la-montre à l'entraînement. Donc les jours de repos, les jours de récupération, les faire sur le vélo de contre-la-montre. Par exemple, si on doit faire 4 heures, essayer de faire 2 heures sur le vélo de contre-la-montre et 2 heures sur le vélo normal pour vraiment avoir
être flex du haut, comme on dit, et avoir la technique de pédalage et la position qui est super importante, parce qu'on ne devient pas bon au contre-la-montre du jour au lendemain comme ça. Et oui, l'entraînement sur un vélo de contre-la-montre, c'est vraiment primordial, parce que finalement, se mettre à bloc sur un vélo de contre-la-montre, c'est pas du tout la même chose que de se mettre à bloc sur un vélo de course. Il faut vraiment avoir une position qui n'est justement pas facile à tenir lorsqu'on pousse de plus en plus. Mais c'est vrai que ici, justement, cette année, ils avaient remis des contre-la-montre dans les courses, comme sur le Val d'Aoste et certaines courses certains tours en montagne. Je pense que ça commence justement à arriver un peu plus parce que c'est vrai que ces dernières années, on avait vu ça de moins en moins et qu'il y avait justement un énorme fossé entre les espoirs et le monde des professionnels à ce niveau-là. Là, pour tout dire, l'an passé, j'ai même pas fait un seul contre-la-montre. Donc, je m'étais même pas entraîné une fois sur le contre-la-montre. Et quand tu arrivais chez la FDJ, ils nous ont dit, ah ben c'est comme ça. Il faut faire toutes les analyses posturales sur un vélo de contre-la-montre. Tu vas le recevoir tel jour, il faut le faire tel jour, tel jour, tel jour. Et c'est un peu allez, comment est-ce je pourrais appeler ça? Ils sont vraiment focalisés là-dessus. C'est vraiment un but et c'est sûr que le maîtriser en jeune, ça permet vraiment de ne plus avoir de fossé avec le monde des professionnels. Et quand on arrive dans le monde des professionnels, on est entre guillemets prêt pour le contre-la-montre. Parce que faire un an sans vélo de contre-la-montre, on perd tout finalement. Donc c'est super important, oui. C'est la différence par rapport enfin, que je trouve par rapport à la Wallonie-Bruxelles où du coup tu travaillais pas du tout le contre-la-montre, tu travaillais plus l'aspect grimpette entre guillemets. Oui, c'est ça. Donc j'avais aucun contre-la-montre. Donc ça servait à rien de le travailler. Donc au final, on travaillait juste bah, sur le vélo normal, les exercices normaux comme on est en course, donc des intervalles que ce soit en côte ou sur le plat. Mais je me suis même pas entraîné une fois sur le vélo contre la montre, non. Et ben ça servait à rien finalement parce que j'avais rien, j'en avais aucun. Et ah si, j'en ai eu au Tour de l'Avenir, je me trompe en fait. Tu J'en fais ai chrono par équipe, je crois, non? ouais, j'ai eu un contre la montre par équipe au Tour de l'Avenir. C'est juste. Mais bon, c'est pas vraiment encore la même chose qu'un chrono normal. On est dans les roues et la position prime beaucoup moins que sur un contre-la-montre individuel. Oui, j'ai eu des prologues aussi, mais ça n'a rien à voir avec un contre-la-montre. C'est 1 kilomètre, donc c'est finalement tout le tracé au sprint. Mais non, j'ai pas eu un beau contre-la-montre tout plat et donc ça n'a servi à rien de le travailler. Donc oui, j'ai vraiment que travaillé sur le vélo de course l'an passé. Et Ouais. jusqu'à présent, sur le contre-la-montre, alors même si t'as pas encore eu de chrono cette année, il me semble, euh, il, il porte assez fruit ou t'étais satisfait de ce que tu vois à l'entraînement et de tes performances à l'entraînement ou tu sens que c'est encore un point faible? Sur le vélo de contre-la-montre, Oui. ben, j'avais pas encore de course de contre-la-montre qui était programmée, donc j'allais justement monter sur le vélo. Je l'ai justement reçu juste le jour avant le confinement, parce que oui, il faut savoir qu'on habite tous à Besançon aussi pendant la saison pour vraiment centraliser les coureurs là-bas. Et le jour, j'allais justement faire un entraînement dessus pour un peu le tester, parce que j'ai pas eu la chance malheureusement de le tester en stage à Calpe. Il y a eu que quelques coureurs qui ont pu rouler dessus. Et oui, le jour où j'allais monter dessus, ben, on nous a dit, ah, ben, il faut rentrer absolument chez vous parce que ils vont fermer les frontières et tchic et tchac, c'était le, le confinement. Et donc voilà, j'ai pas su rouler dessus et j'ai pas pu le prendre non plus en Belgique, mais il paraît que allez, la pierre est vraiment très performante au niveau des vélos de contre-la-montre et il paraît que c'est un des meilleurs vélos sur le marché. Bien, Guillaume, tu voulais rajouter un truc spécialement? Moi, je me demandais, l'année dernière, sur le contre-la-montre par équipe du Tour de l'Avenir, comment vous aviez travaillé ça à la Belgique? Est-ce que chacun en amont, durant l'année, vous vous êtes retrouvés pour rouler ensemble? Ou c'était vraiment la semaine avant, voire les jours avant, que vous vous êtes entraînés? Ouais, on a fait ça finalement, on a juste travaillé ça les semaines et les jours avant. On a fait 2 stages. Donc avec l'équipe dans les Vosges au mois d'avril, si je me souviens bien, avril-mai, puis un dans les Alpes. On a essayé de travailler un peu ça là-bas, mais pas sur les vélos de chrono, et c'était pas facile, donc ça, enfin, c'est pas vraiment la même chose. Mais ouais, on a un peu fait ça sur le tas finalement, avec les jours avant le tour, on a vraiment expliqué la technique, et puis on a mis quelques fois en pratique sur les routes, mais ça n'a rien à voir avec vraiment un circuit fermé, etc.
Mais il faut dire qu'on s'est quand même bien débrouillé, malgré qu'on n'avait jamais roulé ensemble aussi, parce on n'avait jamais fait de course ensemble, tous ensemble, parce que c'est une sélection belge, je le rappelle. Et puis on s'est bien entendu et on n'a pas si mal roulé que ça. Mais finalement, la technique, ça prend vite, mais c'est sûr qu'on perd énormément allez, de pourcentage au final avec les petites techniques comme bien rester collé aux autres en se remettant derrière, avoir une bonne position quand on est premier, deuxième et troisième, et essayer de pas rouler aussi avec les mains sur le côté du guidon, quoi. Bien rester sur les prolongateurs un maximum. Et c'est en voyant justement les équipes, enfin les trois premières équipes au contre-la-montre par équipe du Tour de l'Avenir, en voyant comment ils étaient soudés, parce que j'ai vu quelques vidéos et ça tourne vraiment, allez, comme chez les professionnels, même voire mieux. C'est vraiment fluide et c'est vraiment allez, comme un vrai train. Et on voit vraiment qu'ils l'ont travaillé parce ils font aussi beaucoup de pistes. Par exemple, l'équipe de Suisse, donc ils sont tout le temps au niveau de la technique pour être le plus aéro possible. Et c'est à ce niveau-là qu'ils gagnent, allez, peut-être une minute 30 ou 2 minutes sur le chrono grâce à ça, quoi. Ouais, il y a aussi les Danois qui sont très performants aussi en chrono chez les espoirs. Ça peut aider aussi. Oui, ça c'est chaque année, les Danois, donc, les pays un peu plus du nord sont très performants contre la montre. Et en général, c'est des grands coureurs aussi. Ils font 1m80, 1m90, ils sont beaucoup plus lourds. Et donc sur le plat, enfin, ça va beaucoup plus vite. Mais une fois que ça monte aussi, c'est un peu plus désavantageux. Donc voilà. C'est vrai que les Danois sont très performants à ce niveau-là. En parlant des Danois qui sont très brillants au championnat du monde d'espoir, est-ce que en début d'année, tu avais l'objectif de te dire, vu le parcours en Suisse, à Aigle, est-ce que tu avais l'envie de participer au championnat du monde avec l'équipe belge espoir? Ouais, j'en avais parlé avec le sélectionneur belge Rick Verbrugge pour voir un peu qu'est-ce qu'il pensait du parcours des championnats du monde. Il m'a dit que c'était un parcours très difficile, avec un col à chaque tour et très raide. Et donc, ça allait vraiment faire comme une course en montagne. Et donc, il m'a dit que je pouvais peut-être penser d'y aller. Et finalement, j'étais très motivé. J'ai un peu regardé le parcours, etc. Mais ouais, je l'avais en tête pour y aller. Mais bon, finalement, on n'est pas sûr si ça va se faire. Pour le moment, ça reste. Ils ont pas encore dit que ça s'est annulé vu que c'est fin septembre. Mais avec les circonstances, c'est pas encore facile à dire. Et finalement, on va arriver là sans avoir vraiment fait de course en montagne parce que tout ce que, toutes les courses qui étaient là pour préparer le championnat du monde, comme le Ronde de l'Isère, le Val d'Aoste, le Giro, peut-être le Tour de l'Avenir, tout ça sont annulés pour le moment. Et donc, enfin, on peut dire que c'est comme ça pour tous les coureurs, mais on n'a pas vraiment de point de repère vu qu'on n'aura pas fait de course en montagne et on n'aura pas travaillé la montagne en course. Mais voilà, on peut pas dire non plus que si on fait des stages sur le parcours ou quoi, ça peut pas remplacer les courses, donc c'est pas vraiment la même chose. Mais oui, c'était dans mes plans d'y aller et ça le reste toujours. Donc on verra comment ça se passe au niveau du règlement des courses, si elles sont organisées ou pas, quoi. Justement, en parlant... Bon, Vas-y, vas-y. non, je voulais dire, vas-y, Guillaume, parle. Justement, en parlant des courses U23, est-ce que il y a une idée de comment va se dérouler la fin de la saison? Ou il y aura, comme d'habitude, juste le Tour de l'Avenir en août et puis, comme course importante, le Pico Lombardia? Ben ici, il parle de peut-être reporter les courses comme par exemple le Giro du U23, de Giro d'Italia, qui avait lieu normalement en mi-juin pour le reporter à la fin de l'année, mais ça me paraît aussi un peu impossible à réaliser avec les conditions climatiques peut-être fin septembre, parce que c'est quand même des cols qui vont à plus de 2000 mètres parfois et on ne sait jamais ce qui peut arriver en Italie. Il y a beaucoup de neige aussi parfois à la fin de l'été et ça me paraît très bizarre d'organiser ça à ce moment-là, mais il y avait... Ah oui, après le Tour de l'Avenir, il y a aussi encore une Coupe des Nations en Pologne, donc une U23 avec l'équipe nationale, qui est aussi difficile. Donc à partir du Tour de l'Avenir, les courses U23 restent, donc à ce niveau-là, il n'y a rien qui change. Mais c'est vrai que le calendrier U23 est maigre à ce moment-là. Il n'y a plus beaucoup de courses. Il y a Paroel Lombardia, il y a la Coupe des Nations en Pologne, et il y a le Tour de l'Avenir, mais sinon, il y a plus grand-chose après. Et c'est pourquoi, justement,
j'espère que la saison professionnelle reprendra aussi pour peut-être espérer pouvoir faire quelques courses avec eux. Mais ça, c'est encore fort aussi improbable. Et voilà, donc à ce niveau-là, une course du 23, il n'y a plus beaucoup à la fin de l'année, non. Maintenant, ils vont peut-être, comme je l'ai dit, reporter, mais ça me paraît bizarre avec les conditions climatiques, etc. Et puis, je pense que c'est pas non plus une priorité d'organiser des courses U23 dans un moment de déconfinement où c'est assez délicat pour le rassemblement des personnes, quoi. Alex ou Guillaume, vous voulez rajouter un truc spécialement Non, c'est bon. Non, moi si, moi Encore. je voulais parler tout à l'heure par rapport à Morgan Nieski qui est dans l'équipe qui est dans l'équipe cette année, il me semble plus. Oui, L'année dernière aussi, il était Il est dans dans l'équipe l'équipe. continentale. Quel est son rôle? Est-ce que c'est bon, sur le rôle sportif, mais est-ce qu'il vous donne des conseils, vous aide? oui, Morgan est quelqu'un qui a énormément d'expérience. Il a fait beaucoup plus d'années professionnelles que moi j'en fais depuis que j'ai commencé le vélo. Donc ouais, c'est quelqu'un qui est là beaucoup, enfin, notamment pour donner quelques conseils au niveau des courses et de l'entraînement, etc. Il a énormément d'expérience et je pense que c'est vraiment un plus qu'on a dans l'équipe. Il fait aussi la piste sur laquelle il a énormément de visibilité avec les très bons résultats qu'il fait. Donc je pense que c'est aussi un plus pour l'équipe de l'avoir sur la piste, pour tout ce qui est sponsor, etc. Et oui, donc Morgan est là vraiment pour nous aiguiller. C'est un peu le papa de l'équipe. Et en course, c'est toujours très bien de suivre ses conseils. Il va peut-être nous dire, ah bah tiens, à ce moment-là, il faut être plus placé. À ce moment-là, vous pouvez un peu relâcher. Alors que nous, en étant espoir, en ayant vécu beaucoup moins ça, on le sentira pas directement. Et je pense que c'est vraiment, on doit en profiter de l'avoir dans l'équipe et il sait tellement de choses. Donc voilà, c'est un petit plus, c'est sûr. Bon, du coup, on va passer à la dernière partie de l'émission, savoir sur la jeune génération belge qui arrive, qui est très talentueuse. Avant de parler spécialement des coureurs, tout ça, je voulais te demander, tu as un coureur avec qui tu as une affection particulière, je veux dire, enfin, une amitié par rapport au fil des courses ou même que ce Un soit cours, sportif qui court. Un coureur que tu as l'habitude un coureur de. U23, quoi. Oui, voilà. Ah ouais, bah, j'ai fait énormément de stages et de courses avec l'équipe U23 depuis que j'ai 19 ans, donc même avant, junior déjà. J'étais énormément avec des très bons coureurs comme Jasper Philipsen qui est chez UAE maintenant. J'ai été avec Gerben Tyson, j'ai été avec Ilan Van Wilder, Maury Van Zevenant. Donc il y a vraiment énormément de bons coureurs, mais c'est vrai que je m'entends très bien avec Ilan Van Wilder qui est passé chez Sunweb. Il fait 3e Je du m'entends Tour très de bien. l'Avenir l'année dernière. Ouais, c'est ça, exact, en première année. Donc, qui est une très belle prestation, même magnifique prestation. Et puis, je m'entends bien aussi avec Victor Verskave, qui va passer stagiaire cette année dans l'équipe World Tour de chez Lotto Soudal. Et Maury aussi, Maury Van Zevenant, donc un peu le petit fermier belge qui va passer chez Quickstep en stagiaire également. Donc, c'est tous des coureurs qui sont en fin d'année espoir et qui passent tous professionnels. Donc c'est vraiment ces coureurs-là que je côtoie depuis les années juniors. Et c'est vrai au fur et à mesure des courses, on a lié des belles petites amitiés. Et c'est sûr qu'il faut toujours s'entendre avec les bons coureurs comme ça, parce que si on est tous dans une même équipe belge pendant, par exemple, les 2 semaines du Tour de l'Avenir, et qu'il n'y a pas une bonne entente, ça peut vraiment fausser les prestations. Et, euh, et finalement, c'est vrai on a tous une belle amitié. On n'a jamais vraiment eu un coureur qui, qui était à part et on a toujours bien accueilli tout le monde aussi. Et c'est ça qui est bien au niveau de l'équipe belge. Le pays est aussi un peu plus petit, donc forcément, on côtoie toujours les coureurs sur les courses, parfois à l'entraînement même, on les croise. Et je pense que c'est encore différent de la France, où c'est un énorme pays et où les coureurs se voient peut-être beaucoup moins sur les courses. Et donc voilà, donc ici il y a aussi des cours d'énormément d'équipes différentes. Et c'est ça qui est bien aussi pour ne pas fermer la porte à certaines équipes. Donc
si tu regardais plein de choses positives de l'équipe belge, oui, c'est vraiment une magnifique expérience pour apprendre le vélo. Je vais peut-être parler, tu parlais du Tour de l'Avenir. Je ne sais plus si c'était peut-être la 5e ou la 6e étape. Il y a une étape, je crois, qui était totalement sous la pluie, mais des conditions horribles et très difficiles. Tu t'en souviens ou pas? Ah ouais, je crois que c'est l'étape la plus difficile de ma vie. J'ai jamais vécu une course comme ça. Donc, on était au départ vraiment déjà grosse pluie, grosse pluie. On savait que ça allait durer pendant 5 heures parce que c'était une très longue étape. Et en fait, le départ était vraiment entre guillemets en altitude. Donc, il était peut-être à 600-700 mètres, quelque chose comme ça. Et toute l'étape se faisait en descente en fait. Et c'était Ouais, je l'arrivée, vois. et c'était l'arrivée en bas de la descente. Donc, il fallait être vigilant, tout le temps bien placé. Il faisait pas si chaud, tout le monde avait un peu froid là. Tout le monde trempait. Et puis on part. Je suis au milieu de peloton plus ou moins. Puis je remonte, je remonte. Et après peut-être 2-3 kilomètres, il y a en pleine ligne droite, il doit y avoir une tache d'huile ou quelque chose comme ça à terre. Et il y a vraiment un quart du peloton qui tombe, mais vraiment en étant droit sur le vélo, quoi. Donc bêtement freiné, hop, tout le monde qui glissait. Puis là, je reste allé 1 minute à terre pour remettre mes cocottes, etc. Enfin, les trucs qu'on vérifie toujours, mais j'étais quand même bien, enfin, j'avais bien mal, j'étais bien amoché. Puis le peloton était peut-être à 2 minutes, quelque chose comme ça. Et moi, j'étais même plus dans les voitures et il y avait plus personne. Donc j'étais limite hors course, quoi. Et puis je me dis, allez, je vais quand même rouler, je roulais. Et puis je passais tous ceux qui lâchaient du peloton, parce que dans le peloton, ça roulait très vite. C'était en descente et il y avait énormément de lâcher petit à petit parce que c'était tout le temps en file indienne, mauvais temps, il y avait un peu de vent, etc. Ça bordurait un peu. Et moi, j'étais tout seul et à un moment, je vois les voitures après peut-être 50 km tout seul, quelque chose comme ça. Donc je rentre dans les voitures. Mais il faut savoir qu'en fait, les voitures étaient dans le 4e groupe. Donc moi, je pensais que c'était le premier peloton, j'étais tout content. Et énormément de brouillard, on voyait rien du tout, il faisait froid, oh, quelque chose de fou, c'était vraiment des descentes de col tout le temps en lacet. Et puis j'arrive dans un groupe, et là je passe le groupe, donc j'avais déjà fait une histoire de 70 km tout seul, je passe le groupe, j'arrive dans un autre groupe, je repasse le groupe, et puis j'arrive dans le deuxième groupe, donc il y avait un premier groupe avec peut-être 10-15 coureurs, mais vraiment les tout bons avec Pidcock, etc. Donc Pidcock était justement tombé dans le final, là. Et, euh, et donc j'arrive dans le deuxième groupe, et là il y avait juste une petite côte à la fin, et le groupe qui s'épure, et au final, on arrive peut-être à 6-7 dans ce groupe-là. Donc, ouais, c'était vraiment la course la plus éprouvante de ma vie. C'était une histoire de peut-être 170 km, 160. Et c'est tout, finalement, j'ai fait toute l'étape tout seul, à bloc. J'ai jamais vécu ça, et j'étais lavé après. Heureusement, il y avait le jour de repos le lendemain, je me rappelle. Et puis, c'est justement le lendemain du jour de repos que j'avais des très bonnes jambes, et que j'étais en bonne forme. Donc, c'est peut-être grâce à ça aussi, mais c'est vrai qu'au final, je fais peut-être, je sais pas, peut-être dans le top 30 avec un peu de chance. On arrive peut-être à 1 minute du premier groupe, vraiment avec les tout bons leaders, mais à côté de ça, 100 km avant, j'étais même plus dans la voiture, j'étais limite hors course. Et donc voilà, c'était vraiment une des étapes les plus difficiles de ma vie. Plus dure qu'une étape de montagne, etc. Surtout mentalement, quoi. C'est Avec le froid, il y avait le brouillard. c'est vrai que quand on voit le profil, on n'a pas l'impression que c'est une étape qui va faire des écarts, ou du moins pas Ah non, autant. ouais, c'est ça. Comme... C'est ça, c'était une étape vraiment en piège. Tout le monde qui était serein, limite, au début de l'étape. On se dit, oh, ça va arriver 47 de moyenne l'étape, on va arriver tous sprint massif, tranquille, journée un peu. On va tourner les jambes au milieu du peloton, et finalement, ça a été une grosse surprise. Et j'aurais bien voulu ne pas l'avoir, cette petite surprise-là, parce que voilà, ça a quand même joué sur les organismes en fin de tour. J'y ai laissé énormément d'énergie, je pense. Mais voilà, donc il y avait, entre guillemets, plus de peur que de mal, mais voilà, c'était une grosse surprise. Et maintenant, quand je verrai des étapes qui sont toutes en descente avec du mauvais temps, je vais être un peu plus vigilant, quoi. Et justement, bah, tu parles de ton jour le plus difficile sur un vélo. Quel est celui avec lequel tu as couru, qui t'a fait la plus grosse impression, qui t'a paru le plus fort, qui t'a le plus impressionné? Autour de l'avenir Non, ou peu n'importe. importe. Non. Ouais, je pense que c'est quand même Ilan Van Wilder qui fait troisième. Tout au long du tour, il était vraiment régulier dans ses performances. Et en étant en première année, il avait vraiment
des capacités physiques pour grimper qui sont vraiment exceptionnelles. Pourtant, quand on le regarde, on dirait pas vraiment un grimpeur. Il est pas si mince que ça et au final, il tenait vraiment les premiers et ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'il a vraiment, enfin, il a pas eu de jour de moins bien comme tout le monde pourrait l'avoir sur 10 jours. Et c'est ça qui m'a vraiment le plus bluffé. Que ce soit en stage aussi, il était tous les jours en très bonne forme et vraiment toujours aussi de bonne humeur, toujours bien motivé. Et voilà, donc c'est vraiment un coureur, je pense, qui a un bel avenir dans le cyclisme, tout comme Maury Van Zevenand, lui qui est beaucoup moins professionnel au niveau de ce qu'il fait. Il est un peu plus, enfin, il se laisse un peu plus aller et tout ça, mais au final, il est vraiment très bon en montagne et je pense que c'est les deux coureurs qui sortent de sport qui sont à suivre. Parce qu'ils font, je crois que Maury fait une histoire de 6-7e aussi autour de l'avenir. Oui, qui Donc, avait porté le maillot jaune ouais, pendant une voilà. partie aussi. Donc ce jour-là, j'étais dans l'échappée avec lui. Et on n'était plus que 4 coureurs. Donc il y avait un Colombien, il y avait lui, il y avait moi, et il y avait Clément Champoussin, le français. Et on était dans le final et c'était une arrivée au sommet. Et j'ai vraiment tout fait pour lui. pour pour qu'il il porte le maillot jaune. Donc j'ai vraiment tiré le groupe un maximum. Et à 3 km, j'étais mort de chez mort. Et je pensais même me faire reprendre par le peloton qui était finalement à 3-4 minutes à ce moment-là. Donc j'ai pas été repris. Et je fais quand même une belle 4e place grâce à ça. Mais c'est vrai que je suis content d'avoir donné ma petite pierre, enfin mis ma petite pierre à l'édifice pour lui et ouais, un maillot jaune dans l'équipe, c'était magnifique. Mais bon, au final, il a eu difficile de le garder dans l'étape de 20 km qui suivait le lendemain. C'était l'étape de, allez, Méribel. On partait dans les fameux box, etc., un peu comme les cyclocross. Et, euh, et ouais, il a perdu ce jour-là, mais sinon, c'est magnifique d'avoir le maillot jaune dans son équipe. On avait vraiment une très belle équipe là, on roulait vraiment tous en équipe. C'était vraiment une magnifique expérience. Alors, c'était Harold Terrada pour noter le Colombien qui a signé chez Astana cette saison. Et sinon, en parlant, tu parlais de l'étape de 20 km, c'était à l'arrivée à Méribel, au col de la Loze, qui devrait normalement être au prochain Tour de France. Alors, qu'as-tu pensé de cette ascension, cette nouvelle ascension? Ouais, je crois que c'est l'ascension la plus compliquée que j'ai pu faire. Donc c'est 20 À km. On 7%. a fait ouais, plus ou moins 1 heure de montée. Donc il faut savoir que les premiers kilomètres, enfin les premiers 10 kilomètres sont à 6, peut-être 5-6%. Mais au final, après, ça, on a vraiment des pentes. Toujours, on monte à 20%, puis c'est 2-3%, 20%, 2-3%. Donc c'est vraiment casse-pattes et c'est pas vraiment ce qui me convenait à ce moment-là, mais c'est parti directement très vite. Donc j'étais dans le premier box au départ, parce que enfin, j'étais 9e ou 10e au classement général ce jour-là. Et donc j'ai eu la chance d'être à cet endroit-là au départ et c'est parti vraiment comme au cyclocross, donc sprint. On a vraiment dû s'échauffer aussi en faisant des sprints énormément, comme un contre-la-montre. Et directement, le peloton était cassé de partout, il y en avait partout des coureurs. Et puis, j'en rappelle, après 10-12 km, donc quand on est arrivé vraiment dans le petit chemin, parce qu'il faut savoir que la deuxième partie du col, c'est vraiment un ravel, quoi. Je crois que c'est un chemin de terre qu'ils ont goudronné, enfin, entre guillemets, goudronné. Et en arrivant là-dessus, ça a complètement explosé et tout le monde s'est retrouvé un par un. Il y avait même plus d'équipiers ni rien. Et j'ai pu quitter le regard de ma roue avant jusqu'au sommet. Donc, le sommet, il doit être à 2300 ou quelque chose comme ça, je pense. Donc, ouais, l'oxygène se fait aussi rare, donc on est beaucoup plus essoufflé. Et il y avait une chaleur aussi tapante, enfin, ça tapait fort. Et c'était vraiment une montée très compliquée, que ce soit physiquement ou même mentalement, parce que c'était des murs, mais on les voyait à chaque fois devant nous. Et on voyait tout au-dessus l'arrivée, qui paraissait comme 1000 mètres plus haut, quoi. Et il y avait vraiment des coureurs partout, c'était un chantier comme j'ai jamais vu. Et juste après la ligne, tout le monde qui était couché. C'est une belle expérience et je pense que les organisateurs en sont satisfaits pour organiser une épreuve ainsi pour un Tour de France ou quelque chose comme ça pour un autre grand tour. Parce que c'est énormément de spectacles aussi, il y a énormément d'attaques, tout le monde est à fond. Donc je pense que ce serait ce que les téléspectateurs aimeraient voir aussi. Et je crois qu'ils ont réussi un peu leur, euh, leur essai en essayant ça, quoi. Toi, pour toi, c'est
c'est une réussite et ça plaît aux coureurs en plus, donc c'est tout bénéfice. Ouais, mais maintenant, le lendemain, enfin, si on m'avait dit le soir de cette étape-là qu'on allait faire, allait faire la même le lendemain, j'aurais pas été des plus contents non plus, parce que ouais, on était vraiment lessivés. Finalement, c'est 1 heure d'effort, mais c'est tout à fond. On n'a pas eu une seconde de répit. Et mais c'est sûr que c'est différent, quoi. Ça change un peu, surtout sur 10 jours, finalement, d'avoir une étape comme ça, c'est peut-être un peu plus entre guillemets fun, c'est plus court et on se dit pas, bah, tiens, on est parti pour 5 heures de vélo en montagne, c'est juste 1 heure, mais très, très hard. Et finalement, j'aime encore bien ce genre d'effort où c'est un peu comme un contre-la-montre, comme ça. On se prépare vraiment comme un contre-la-montre et on fait tout au seuil, puis on termine à Oui, fond. parce que là, Et c'était quoi? C'était l'étape? C'était en gros, vous avez juste 3 kilomètres de plat avant le col, c'est ça? non, il n'y en avait même pas, Ah ça oui, démarrait directement au pied, donc c'est parti au ah ouais, sprint. C'était un truc, il n'y avait même pas d'équipier, c'était un bordel comme j'ai jamais vu. Et puis tout le monde était au sprint, ouais. Directement après 2-3 kilomètres, on s'est retrouvé à 10-15 déjà. Les 10-15 du général et après c'était au mental, quoi. Au mental pendant 45 minutes. d'accord. Et justement, toi, tu es entre guillemets, bah, alors on a compris que tu appréciais, ce format d'étape, mais est-ce que pour toi, ça doit devenir le «futur» entre guillemets des parcours, cyclistes? Est-ce que, tu es pour qu'on multiplie ce genre de profil avec des étapes qui font, soit bon, peut-être en espoir là, c'est 20 kilomètres, c'est peut-être un peu court pour le World Tour, mais qui font, 60, 50, 40 kilomètres comme on l'a déjà vu au Tour de Mhm. France? Ouais, c'est sûr que sur un Tour de France donc de 3 semaines, ça peut un peu jouer au niveau du classement général et apporter un peu plus de spectacle. Pour moi, ça sert pas non plus à grand chose de faire des étapes de 200 kilomètres en montagne où ils sont sur le vélo pendant 6 heures et demie et au final, ça, ils attendent quand même le final pour faire leurs efforts et je pense que c'est sûr que ça peut un peu être les épreuves dans l'avenir pourront être comme ça à l'avenir, mais c'est pas non plus, pour moi, c'est pas non plus l'avenir du vélo de faire toutes les étapes comme ça en faisant 60 ou 100 kilomètres en montagne parce que il y a beaucoup moins de tactique, etc. Et puis, ce serait complètement différent aussi de ce qu'on fait maintenant. Les gens en auront aussi peut-être marre de ce genre d'épreuve-là. Enfin, je sais pas trop, mais c'est sûr que au niveau du spectacle, c'est quand même différent et c'est bien plus attrayant une longue étape de montagne, quoi. Où finalement, ils attendent chaque fois la dernière montée avec énormément d'équipiers qui sont là pour amener le leader le plus près de la ligne possible. Et sur les courtes étapes, c'est pas possible vu que ça part directement à fond. Et parfois, les équipiers perdent directement leur énergie au début et sont incapables de suivre. Donc voilà, ça met un peu plus de, comment je pourrais appeler ça? Ça rend la course un peu plus aléatoire, quoi. Oui, parce que là, finalement, ça met directement, entre guillemets, les coureurs, directement on sait directement qui est dans un bon jour et qui est dans un mauvais jour. Il y a pas les «équipiers» pour «protéger» entre guillemets. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on voit directement tous les équipiers, tous les leaders apparaître au premier plan et on les voit faire la guerre. Enfin, c'est un peu plus fun qu'une longue étape, c'est sûr. Mais ouais, les leaders restent en général les 30 ou les 40 premiers kilomètres sur 60. Et puis après, il y a les coureurs de second rang qui sont dans un bon jour, qui sont capables aussi de jouer les mini-échappées, entre guillemets. Et puis, les 10 derniers kilomètres, c'est vraiment comme une arrivée au sommet. Et voilà, c'est beaucoup plus attrayant, encore une fois. Il est mort, oui. Bien. Guillaume, tu voulais dire un truc spécialement en plus? Et je me demandais, est-ce que cette journée et même la journée précédente hein, où tu as fait vraiment rouler, ou encore celle d'avant où il avait plu, est-ce que ça a joué sur les 2 derniers jours où il y a eu beaucoup d'écarts et notamment il y a eu ton abandon, mais aussi des grands favoris qui ont perdu beaucoup de temps comme Jorgensen. Oui, oui, ça a été un peu des éléments imprévus. Donc, il y a eu énormément de chutes, donc il y a eu énormément d'abandons.
dans les premières étapes, directement dès la première étape, si je me souviens bien, il y a eu des leaders qui ont abandonné, parce qu'il y a eu une grosse chute à 3 km de l'arrivée. Et c'est ça qui est aussi allez, peut-être un point négatif du tour, c'est que c'est énormément nerveux au début les 3-4 premières étapes, c'est très très nerveux, surtout sur les étapes plates. Et donc il y a beaucoup de chutes, et il faut être vigilant, et mentalement, on y perd beaucoup d'énergie à tout le temps être sur nos gardes et sur nos freins. Mais voilà, ça fait partie de la course, et c'est ça aussi qui amène un peu l'adrénaline, c'est sûr, mais ça a joué, ouais, pour moi, ça a joué quand même dans les organismes, et au final, 10 jours de course, c'est pas ce qu'on, enfin, c'est pas le genre d'effort auquel on est habitué en ayant moins de 23 ans dans les catégories espoir, parce que c'est la seule course qui est aussi longue. Et au final, on savait pas comment notre corps allait réagir dans les 2-3 derniers jours de course. Et j'ai vraiment senti, ouais, que j'étais vraiment fatigué les derniers jours. Parce que ouais, j'ai usé beaucoup d'énergie dans l'étape de plat, là, enfin l'étape qui descendait avec la pluie où je suis tombé. Et puis le lendemain, enfin le surlendemain, le jour après le jour de repos, j'ai fait toute une journée dans l'échappée aussi. Et puis l'étape d'après, c'était l'étape de 20 km, donc 3 jours comme ça consécutifs, vraiment très compliqué. Ça a joué dans les organismes, et voilà, donc c'est un truc aussi. Enfin, j'ai appris qu'il fallait plus gérer un tour comme ça, et essayer de minimiser les efforts en début de tour, toujours bien rester bien placé et pas prendre de coups de bordure, et vraiment allez, compter au coup de pédalage près, et pas lésigner sur les efforts, quoi. Voilà. Bien, vous avez rien d'autre à ajouter? Moi, je me demandais, tout à l'heure, on Vas-y, parlait Guillaume. de l'entraînement en Belgique, avec tous les coureurs qui se connaissent, du moins. Et est-ce que toi, tu as un coureur avec lequel tu roules plus souvent que les autres, ou du moins avec qui tu t'entraînes au quotidien? Ouais, donc pour le moment, je m'entraîne toujours avec l'ancien World Tour, donc, qui était l'an passé World Tour, c'est Louis Vervaek, qui reste un grand espoir du cyclisme belge Qui en est montagne. Donc la ici, il est pas. Alpecin. Qui est la Corendon, ouais. Ouais, Enfin, Corendon. Voilà. Alpecin Phoenix, ouais. Il est dans l'équipe de Mathieu Van Der Poel, c'est ça. Donc ouais, je m'entraîne toujours avec lui. C'est un peu le même type de coureur que moi aussi. Il aime bien une fois que ça grimpe, et il est pas trop. Enfin, il est assez maigre et pas trop grand, donc c'est vraiment. Il a le même gabarit que moi au final. Et puis au final, nos entraînements se ressemblent fort aussi, donc on va tout le temps ensemble, on fait les mêmes heures plus ou moins. Et, euh, et on sait qu'on doit directement aller dans les endroits où ça monte aussi, et pas commencer à dire ah ben non, aujourd'hui on fait du plat, le lendemain ça monte, etc. Et voilà, donc il m'explique aussi un peu ses péripéties avec Mathieu Van Der Poel, donc il y a aussi un peu plus de fun sur le vélo, parce qu'il fait énormément de stages avec, et c'est aussi un bon ami à Mathieu Van Der Poel, donc voilà. Et justement, c'est quoi en ce moment entre guillemets, ton jour type en ce confinement, tes entraînements que tu fais? Ben, en général, je me réveille vers 8h30, puis là je vais rouler. Allez, admettons, comme aujourd'hui, par exemple, 4 heures, donc jusqu'à 14 heures, plus ou moins. Puis je rentre de l'entraînement, je fais tout ce qui est, allez, nettoyer le vélo, et peut-être un peu m'étirer, etc. Et puis, en général, quand j'en ai encore l'énergie, je me mets à étudier. Donc, jusqu'à peut-être 6 heures au soir, puis je mange, et finalement, le soir, enfin, ça dépend, je regarde des films, ou, ou joue un peu à la PS ou autre chose. Et au final, c'est vrai que toutes les journées se ressemblent, hein, un peu, entre guillemets. Mais voilà, donc je préfère aller rouler dehors que de faire du rouleau, comme je l'ai dit tantôt. Et, euh, et je pense qu'on a cette chance de pouvoir aller rouler dehors encore. Donc niveau mental, on y gagne un peu par rapport à ceux qui doivent rester cloisonnés enfin, sur le rouleau, entre quatre murs. Et je pense qu'il faut en profiter aussi. Donc voilà, j'aime autant les faire 4 heures dehors que faire 2 heures de rouleau. Peut-être comme dernière chose à dire, enfin, je vais pas dire malheureusement pour toi, mais que tu n'as pas pu courir avec Remco Evenepoel, puisqu'il a Oui. sauté la catégorie espoir. Heureusement, peut-être. On peut se poser la question. Ça dépend pour qui.
Que penses-tu alors de Remco Evenepoel? Mais je pense que c'est un énorme potentiel physique et pour les années à venir, c'est aussi allez, un grand espoir du cyclisme belge. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu la chance de m'entraîner si m'entraîner, je me suis dit entraîner avec, c'est vrai, une ou deux fois. Mais en course, j'ai jamais roulé avec. Mais enfin, c'est vraiment, je crois, une force de la nature. Et maintenant, il faut voir aussi comment il va évoluer parce il a directement passé par des professionnels et il est encore très jeune, il a 19 ans, enfin, ou 20 ans maintenant peut-être. Et, euh, et à ce niveau-là, c'est sûr qu'il a encore beaucoup d'années devant lui et j'espère qu'il, qu'il n'en fait pas trop, etc. Mais je pense qu'il a une très très belle carrière devant lui. Et ouais, comme on compare souvent à Eddy Merckx ou des grands coureurs comme ça en Belgique. Et je pense qu'il a autant ses chances de faire ses preuves qu'un Eddy Merckx. Donc, voir les courses professionnelles qu'il gagne déjà comme ça en première année. Il a gagné le Tour de Belgique l'an passé, en deuxième année, pardon. Il a gagné le Tour de Belgique l'an passé, ce qui est déjà une belle renommée ici en Belgique. C'est une belle référence. Et voilà, il faut quand même pas être mauvais pour gagner ça, quoi. Donc voilà, c'est un Et bel pour espoir. toi, si tu dois donner tous les noms, autant les donner. Pour toi, les plus grands espoirs belges, selon toi et selon ce que tu as vu, dans les courses que tu as faites, le Tour de l'Avenir, les Coupe des Nations, Bah, je pense que pour la montagne, il y a Van Zevenand, Van Wilder, là, avec qui j'ai roulé. Puis pour tout ce qui est flandrien et sprint, on a le fameux Jasper Philipsen aussi, qui est capable de régler des beaux sprints massifs avec la World Tour déjà. Ouais, on a quelques bons coureurs comme ça. On a des coureurs qui sont un peu plus dans l'ombre aussi, des gars comme Jordi Meus, etc. On a Remco Evenepoel aussi, qui n'est plus espoir, mais voilà, dans les courses, dans les catégories espoir, c'est ce qui ressort le plus. Et au final, mais bon, il y a encore du bon monde qui arrive aussi en junior, j'ai entendu parler. Et, euh, et voilà, donc de toute façon, ça évolue aussi d'année en année. Il y en a souvent il y en a allez, qui perdent un peu, comment je pourrais expliquer ça? Il y en a qui augmentent leurs chances de devenir un bon potentiel, comme il y en a qu'on voit un peu moins. oui, Ça diffère oui, d'année en année, il y en a qu'on perd un peu de vue, mais au final. bon. Ouais, voilà, ça, il y en a qu'on perd un peu de vue, mais enfin, j'en ai certainement oublié, j'en En suis tout sûr de non, mais c'est vrai qu'on a, en tout on cas, a du beau on potentiel. semble, proche d'avoir, enfin de sérieux prétendants belges, à la victoire d'un grand tour depuis très longtemps, Ah ouais, c'est vrai que des grimpeurs, là, il y en a quelques-uns voilà, parce que qui, bon, qui sortent, depuis Jürgen qui van sortent den du lot. Broek, à moins que je me trompe, il y a pers Bah, Thomas oui, Derent bon, en 2012. Thomas de Rennes, c'est un peu une exception, mais à part, Van den Broek, il me semble qu'on n'a pas eu de grands, grimpeurs belges, depuis. Donc Non. Et encore, Vandenbroek n'a pas, si je me souviens bien, elle n'était pas sur le podium du alors tour, il n'était pas quatrième. Il était quatrième et Ouais. déclassement de Contador après. bon, Ah ouais, donc ouais. c'est un Mais podium bon. sur tapis vert, quoi, donc bon, c'est pas la même chose. Voilà. Oh, ouais. Donc c'est sûr que ouais, on en parle énormément en Belgique des futurs grands grimpeurs. Ben, il y a aussi des coureurs comme, enfin j'en oublie, hein, mais des Wout van Aert ou des coureurs qui sont un peu plus âgés comme ça et qui sont capables d'encore de grandes choses dans le futur. Il a déjà réglé des sprints au Tour de France en sprint massif, donc au final, on a encore beaucoup de bons coureurs qui sont capables de se montrer pendant les années qui suivent, je Par pense. exemple, un Wout van Aert, justement, les cyclo-crossmen, toi, tu viens pas de ce milieu, tu le vois, tu vois, où leurs limites? Tu les sens capables de gagner tes grands tours ou Ouais, moi je pense qu'au niveau des sprints, il est quand même très fort. Quand on gagne une étape du Tour de France, c'est pas non plus par hasard et il était mmh, bien classé aussi. Quoique à Bruxelles, je sais plus, au sprint à Bruxelles, je sais plus s'il était bien classé, mais je pense qu'il était pas trop. Enfin, il a fait quelques placettes au Tour de France et au final, il était aussi très bon sur les courses un peu de plus basse classe, entre guillemets. Mais je pense qu'il c'est un coureur
qui peut gagner de très belles courses. Il passe aussi très bien les monts et les pavés, donc que ce soit sur un Paris-Roubaix ou un Tour de Flandre ou des grandes classiques flandriennes pour les hommes un peu plus lourds. Je dis pas pour des Liège-Bastogne-Liège ou Flèche Wallonne, mais sur des courses comme ça, c'est vrai que je pense il serait capable d'en gagner une peut-être, ou même un Milan-San Remo peut-être. Donc régler des sprints comme ça avec des plus petits effectifs, je pense qu'il peut le faire aussi. Et je crois que c'est un coureur qui mentalement est très fort aussi. Donc s'il y a des petites bosses ou si c'est des petits groupes et que la course est très difficile, je crois qu'il est capable d'être avec les meilleurs, contrairement à des bons sprinteurs qui doivent vraiment être emmenés sur un plateau jusqu'à 200 mètres de la ligne. Lui, il est capable de se faire mal. Et voilà, donc je crois que c'est aussi une bonne, un bon espoir pour ce qui suit, quoi. Et puis en contre-la-montre, je crois qu'il est pas mauvais Oui, il non a plus. gagné le chrono du Dauphiné. Voilà, ouais. Il avait gagné le Tour de Belgique aussi, donc je me souviens. Donc, voilà, c'est des bonnes cartes pour les années qui suivent. Et est-ce que voir toute cette génération monter, c'est une source de motivation pour toi? Oui, oui, énormément. Surtout qu'en Belgique, c'est un peu un pays où le cyclisme est une religion, on peut dire ça comme ça. Et je pense que enfin, si par exemple on fait un bon résultat, directement le lendemain, on aura nos noms dans les journaux, il y aura un reportage sur nous, etc. Et donc ça motive énormément et de voir que des coureurs avec qui j'ai toujours roulé en débutant, donc en cadet en France et en junior, ont marché, enfin ils font de très bons résultats maintenant, alors qu'avant j'étais plus ou moins comme eux. Ça motive énormément et ça se dit que tout est possible. Ils ont que deux jambes comme moi, donc c'est sûr que voir des belles carrières, des belles carrières qui se profilent pour eux comme ça motive et j'espère que ce sera de même pour moi. Parler peut-être de Wout van Aert, enfin, c'est une question un peu pas hors contexte, mais de parler de Wout van Aert qui remporte son étape du Tour de France, c'était l'étape d'Albi avec les bordures. Mhm. Est-ce que chez les jeunes, on travaille le positionnement en course par rapport aux bordures, par rapport au positionnement Mhm. parce que c'est quelque chose de très important. Quand on le voit, bah, ça peut perdre énormément de temps très rapidement. Ouais, ça s'apprend au fur et à mesure des courses, ça s'apprend un peu sur le tas. Surtout en Belgique, il y a énormément de bordures dans les courses en Flandre, donc au nord du pays. Il y en a beaucoup moins dans le sud, donc où j'habite, mais c'est pas vraiment mon domaine de prédilection, donc j'aime autant pas trop aller sur ce genre de course où il y a du vent et c'est plat. Donc c'est vrai que ça se joue énormément au placement, ce genre de course-là, et il faut un peu oser mettre les coudes pour être aux premières positions du peloton, et c'est pas trop ma tasse de thé, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est vrai que ça s'apprend sur le tas, en fait, ça s'apprend au fur et à mesure, et c'est surtout, comme je le dis, une question de placement, et en général, ceux qui sont devant restent devant, et ceux qui sont derrière, ben, soit ils font l'élastique et ils reviennent, mais au fur et à mesure, l'élastique, il va lâcher, au fur et à mesure de laisser des trous et de revenir, donc on n'a plus d'énergie, et on use beaucoup trop d'énergie en étant en arrière, donc ouais, c'est une course de placement pour moi, tout ce qui est bordure, etc. Même s'il faut quand même les qualités physiques pour pouvoir tourner dans une bordure dans les premières positions ou rester dans les roues, mais voilà. Et justement, toi, t'es plus confortable à rester dans les forêts wallonnes et grimper tes cols, quoi. Ouais, ben, j'aime autant une fois que ça grimpe un peu moins, qu'il y a moins de vent et que c'est un peu moins pour les coureurs plus massifs. Donc ouais, dans le sud du pays, on est bien servi avec les Ardennes, etc. Donc on a déjà des belles côtes de 10-15 minutes. Et, et voilà, donc ça c'est aussi un petit plus. Énormément de coureurs flamands viennent s'entraîner en Wallonie, ça il faut le savoir Même aussi. s'il y a beaucoup plus de coureurs flamands que wallons. Ou du moins, Ouais, que je te connais. énormément, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ici dans ma province, donc on est peut-être 10 coureurs à tout casser et encore même pas. Parce que Cinq en dix coureur wallon, on Alors, a ouais. de connus, hein, j'entends bien, sans manquer de respect aux autres. Mais on a qui? On a toi, on a Philippe Gilbert, on a Loïc Flicken, Ben, j'espère surtout. Mhm. Van Van Genegten, oui. Genegten aussi.
Jonas. Et c'est vrai Je- que derrière, la liste n'est pas énorme. Il y a Rémi Merckx, Rémi Mertz oui, à la Lotto Rémi Soudal. Merckx, ouais, la Loto. et Il y ouais, avait Montfort, mais il a c'est arrêté. vrai. Donc, Mais la liste est pas énorme comparée aux coureurs ouais, des Flandres. Voilà. ouais, exact. C'est un énorme débat Et ici en Belgique à ce toi, tu niveau-là. expliques Donc, comment il n'y a pas bon, même si le Belgique, le vélo est un des plus grands sports, tu l'expliques comment? Heu, Plus parce qu'il n'y a pas une même culture, vélo en Wallonie ou en Flandre? Ou tout simplement, entre guillemets le hasard, non, il y a pas, pour moi, il n'y a pas de hasard à ce niveau-là. Ouais, la culture est différente déjà. Là-bas, ils utilisent leur vélo pour tous les déplacements. Enfin, c'est plus plat aussi, il faut le dire ici. Les vieilles personnes doivent prendre leur vélo, c'est pas la même chose. Mais voilà, aussi au niveau des infrastructures. Donc, en Wallonie, il y a de moins en moins d'équipes de jeunes. Tandis que en Flandre, au nord du pays, ils ont énormément d'équipes, ils ont énormément de coureurs jeunes, ils ont des championnats provinciaux tout le temps, ils ont énormément de courses. Il y a des courses avec du monde, des primes de fin de course. Il y a tout un engouement autour de ça, tandis qu'en Wallonie, les courses se font de plus en plus rares et je pense que c'est encore un gros débat, un gros sujet de débat pour le moment. Mais c'est aussi au niveau financier, je pense. Enfin, on est beaucoup moins bien financé en Wallonie en tant qu'équipe et donc c'est ça aussi qui pousse les équipes à se retirer du, du secteur et voilà, donc c'est pas facile à percer en tant que Wallon. Et puis en tant que Wallon aussi, on a beaucoup moins de visibilité qu'un bon Flamand qui va aller gagner des courses en Flandre parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui suivent les Flamands et qui suivent pas les Wallons. Donc, même moi, j'ai été dans l'équipe nationale, ben, les coureurs flamands qui étaient dans l'équipe nationale étaient beaucoup plus populaires, etc. Parce que voilà, c'est encore une fois la culture et voilà, c'est un peu une religion là-bas, le cyclisme. Et de voir un coureur évoluer et faire des très bons résultats, ils ne demandent que ça là-bas. Ils ont tous leur petit café aussi, chaque coureur par exemple, avec leur fan club dans le café. Ils font des fêtes là, etc. Ils font une course avec l'arrivée juste devant le café. Il y a, tous les gens font la fête après la course, tandis qu'en Wallonie, on voit de moins en moins ça, oh, quoi. OK. Et donc, au final, toi, comment ça t'est venu d'aller sur le vélo? Comment, enfin, est-ce que tu as eu une idole, peut-être, je sais pas, tes parents qui t'y ont mis? Non, pas tellement en fait. J'ai fait avant 6 7 ans de basket, je pense. Donc j'étais vraiment loin du milieu du vélo. Donc mais petit à petit, je roulais de plus en plus à vélo et j'ai vu un jour qu'il y avait une équipe ici un peu plus loin, enfin quelques villages plus loin, qui s'entraînait tout le temps et ils roulaient en groupe et il y avait l'air d'avoir une bonne ambiance. Et puis au final, je me suis dit, tiens, plutôt que rouler tout seul et on sait jamais me faire renverser ou quoi. Mais j'avais un bête vélo sans cale ni rien, quoi. Plutôt aller rouler tout seul et m'ennuyer peut-être et me faire renverser par une voiture. Je me suis dit, tiens, je vais aller avec un groupe. Et puis j'ai été avec le groupe et on roulait vraiment dans un zoning industriel comme ça. Et puis quelques mois après, ben, tiens, il y avait une course et tout le monde allait à la course. Et je me suis dit, oh, ben, tiens, j'essaierai bien. J'ai pris une licence et j'ai été à la course, j'ai fait un tour, je pense. Mais bon, voilà, c'était un peu la découverte pour moi et ça a été aussi, entre guillemets, une réussite parce que j'ai vraiment bien aimé. Et puis, j'ai fait peut-être 4 5 courses sur l'année. Et puis l'an prochain, enfin l'an qui suivait, je me suis dit, bah tiens, je vais reprendre une licence et je vais réessayer. Et puis voilà, au fur et à mesure, j'ai fait mon petit bout de chemin et puis j'ai changé d'équipe. J'étais dans une équipe un peu plus grande, mieux structurée, qui était libre à Mont. Donc c'est une équipe vraiment dans les Ardennes, avec un plus gros effectif. Et puis j'ai été pris par l'équipe continentale Wallonie-Bruxelles. Et puis voilà, donc maintenant je suis à la Et Groupama FDJ tu parles continentale. de Lago Aqua Service? L'équipe, oui, voilà. Oui, c'est C'est vrai ça. Ouais, ça voilà, s'appelait Agua qui Service, était ouais. en continental à un moment et puis je crois qu'il récemment est redescendu en, alors après je connais pas comment ça s'appelle en Belgique, mais en DN1. Voilà. Ouais, bah, ouais. Ici, DNA, c'est un Voilà, peu oui. continental aussi, là. Enfin, il y a Conti Pro, il y a Oui, Continental. bah,
Voilà, Donc, c'est ça. ouais. Bon, je pense qu'on a fait assez le tour. C'était en tout cas très sympa. Euh, du coup, comme la tradition le fait, on laisse le. Voilà, Ben, il y a vas-y, des si tu as quelque chose à promotions, je dire. vais te promouvoir au public. Bon, ben, je pense que tout d'abord, ce genre d'initiative est vraiment très bien pour développer un peu le cyclisme et pour le rendre un peu plus divertissant pour certains. Et puis surtout pendant ce moment de confinement où les gens peut-être, enfin, je suppose que vous avez un peu plus d'audience à ce moment-ci avec les gens qui s'ennuient et qui écoutent ça. Mais ouais, tout d'abord, je suis fier d'avoir participé à ça et c'est une première pour moi aussi. Et, et puis, ben, j'espère que les courses vont reprendre pas trop tard et pouvoir faire mes preuves pour pouvoir taper dans l'œil de Marc Madio et essayer de trouver une, une place dans une équipe pour le Tour. Et voilà, donc je reste, enfin, je reste quand même motivé à l'idée de reprendre la saison si jamais elle reprend parce que ici, ils ont par exemple encore dit il y a 1 heure qu'il n'y avait pas de course en Belgique avant le mois de septembre. Toutes les courses étaient interdites. Donc c'est sûr que la motivation reprend un coup, mais tout le monde reste motivé et j'espère qu'il y aura quand même quelques courses à la fin de l'année et que le cyclisme reprendra normalement ses droits l'an prochain, quoi. Et avec le même engouement et autant de monde sur le bord des routes pour nous supporter. Ben, merci. C'était les Border, YouTube bien évidemment, et Instagram. C'était Rudy, Guillaume, Alex. Ciao les Borders.